vue, moi je m'intéresse à quelque chose d'assez particulier qui est les premiers contacts, comme on dit, toujours mettre des guillemets évidemment, dans le monde polynésien. Mais bien entendu que cette session est plus large que le monde polynésien. Donc je vais juste rappeler ce qui m'intéresse moi dans le monde polynésien. On a toujours, depuis longtemps, décrit de la violence dans les premiers contacts lorsque ça se passait dans les îles plus à l'ouest, qu'on appelle mélanésiennes, ou même d'ailleurs micronésiennes au début avec Magellan. En revanche, à cause du mythe bien connu créé par la publication de Bougainville, s'est installée cette idée bizarre que les premiers contacts en Polynésie étaient pacifiques en opposition à la Mélanésie. Juste entre parenthèses, c'est un cliché, je ne parle pas d'un cliché du milieu 19e siècle. Dans la fin des années 1980 ou 90, un colloque en hommage à La Pérouse de la part de descendants de navigateurs et de militaires en France, donc bon, disons, c'est un milieu assez particulier, entonnait le thème « Ah, ce pauvre La Pérouse, s'il avait eu la chance de sombrer devant une île polynésienne, il aurait été accueilli à bras ouverts, on aurait eu plein de survivants, on aurait eu plein d'histoires à raconter. Mais malheureusement, il a eu la malchance de sombrer devant une île mélanésienne, c'est les mots qui sont employés, et évidemment, comme chacun sait, ces peuples ne sont pas hospitaliers et ils ont tous été tués. C'est pas tout à fait exact, mais bon, c'est juste pour vous dire, ça c'est le cliché qu'il m'intéresse d'enlever. D'une part, parce que ça fait longtemps que j'ai étudié et critiqué ce qui est pour moi l'invention de l'idée de Mélanésie par les différents géographes et autres navigateurs au XIXe siècle. Mais cette invention n'est pas tout à fait morte, puisqu'on a ce genre de colloque encore dans les années 1980. Et donc, ce qui m'intéresse particulièrement pour le monde polynésien, c'est de dire, mais si on regarde attentivement les premiers moments, ils ont été aussi violents, alors après on va voir de quel côté, mais aussi violents que dans d'autres régions d'Océanie. Il n'y a pas une différence entre les premiers contacts en Polynésie et les premiers contacts en Mélanésie, du point de vue de la violence initiale. Donc voilà l'idée qui m'avait poussé à... Au départ, nous avions eu une réunion à quelques-uns ici, dans le cadre de la Maison des sciences de l'homme du Pacifique, que dirige Eric, pour dire essayons de faire quelque chose sur ce thème-là. Donc ça, c'est mon petit angle polynésianiste, même si évidemment nous sommes ici dans un cadre comparatif plus large. Voilà. Bon. On va donc... Je pense qu'on peut être très bref pour cette introduction, parce que plus on va laisser de temps pour les discussions après, mieux c'est. On aura d'ailleurs un petit peu plus de temps, parce que si vous regardez le programme, il y a un orateur qui manque à l'appel, c'est Patrick Rory. Et voilà. Et d'autre part, nous sommes mis d'accord pour faire une introduction extrêmement brève. Alors, maintenant, premier papier, lui aussi très bref, résumé à l'extrême, celui d'Annie Baert. Je suis censé en faire un tout petit résumé. Je dis tout petit pour une raison très simple. C'est un papier riche, très long, mais qui est une série de vignettes sur les premiers contacts entre les Espagnols et les Océaniens. Pas seulement polynésiens, aussi, aux îles Salomon, etc. En Micronésie aussi. C'est un papier qu'on ne peut pas résumer puisque c'est une série de vignettes à travers 7-8 voyages espagnols depuis les tout premiers. Simplement, ce papier est très riche puisqu'elle essaye d'insister à chaque fois sur le fait qu'il y a bel et bien eu violence, et son point de vue, on peut en discuter, son point de vue est
Elle voudrait aussi résister un petit peu à la tendance qu'elle dit être trop fréquente et trop générale de tout mettre sur le dos des Espagnols. Elle insiste aussi sur le fait qu'il y a des violences qui ont été organisées du côté des populations autochtones. Quand on regarde le papier, ce qui est intéressant, c'est qu'elle décrit à chaque fois quelques enchaînements. Et même si elle utilise l'idée que les populations autochtones ont très souvent fait des plans pour prendre, entre guillemets, voler des choses qui étaient sur les bateaux des Européens, les habits même, les armes et d'autres choses, ce qui rendait les Européens qui arrivaient évidemment extrêmement apeurés, d'où des réactions violentes. Elle ne fait pas une analyse globale, mais je pense que si on verra, on conviendra entre nous, mais je pense que ça vaudrait le coup que les papiers circulent. Vous verrez dans son papier que c'est très facile de tirer des conclusions qu'elle n'a pas faites sur la récurrence de ce qui se passe dans ces différentes rencontres entre les Espagnols et les Océaniens. Bon, voilà pour le thème général. Je me déplace juste pour prendre l'ordinateur pour dire quelques mots. Je suis un garçon très serviable. Merci. Alors, elle commence par rappeler ce qui, bon, n'est pas du tout nouveau, que nous sommes à une époque, au XVIe siècle, où l'idée de violence n'est pas du tout ce qu'elle est pour nous aujourd'hui, aussi bien dans les sociétés européennes, dans les familles, les rapports entre aussi les maîtres et les domestiques, l'idée qu'on peut donner une punition entre guillemets d'un coup d'épée à travers le corps est une chose extrêmement anodine. Et donc, elle insiste sur le fait qu'il faut se replacer à l'époque où ces Européens qui arrivaient, les réactions violentes qu'ils peuvent avoir, ils ne les caractérisaient pas comme nous les caractériserions aujourd'hui. Et encore une fois, je vous dis, le thème de ce papier, comme d'autres qu'elle a fait, est de dire, relativisons un petit peu ce qu'on a toujours dit sur la violence des Espagnols arrivant en Océanie et débarquant, en opposition à d'autres visites qui ont eu lieu après, parce qu'en fait, on a complètement changé d'époque, quand ensuite on a les Français et les Anglais, etc. Même s'il y a eu, évidemment, des coups de feu aussi de la part des autres. Donc, après avoir fait cette présentation, elle dit quelques mots sur Magellan, Mendana, Quiros. Anibert est, disons, la spécialiste de Quiros. Elle a publié récemment, d'ailleurs, une série d'articles de sa part qui se veulent être un petit peu une biographie de Quiros. Elle a traduit très précisément en français, et ça a été publié chez l'Harmattan, si je me souviens bien, les récits de Quiros. Et elle essaye constamment aussi de montrer dans ces livres-là, et elle en parle dans cet article, que ce capitaine Quiros résistait à la violence que ses propres hommes étaient toujours prêts à déchaîner. Et les citations qu'elle donne vont effectivement dans ce sens-là. Bon, mais ça, c'est une question, disons, qui est plus dans l'espace des études hispaniques, dans lesquelles Anibert est beaucoup, bien sûr. Elle parle aussi de la violence habituelle à bord des navires, et pas seulement dans les sociétés européennes ou en Espagne, d'où ces gens venaient. Et elle insiste ensuite sur le fait que cette violence des visiteurs européens, pour eux, était une réponse à ce qu'ils percevaient comme des vols. Alors là, on en discutera après. Elle nous donne simplement quelques faits et montre par les citations comme quoi les Espagnols, comme d'autres qui vont suivre d'ailleurs, ça c'est moi qui ajoute,
voyant l'attitude des insulaires comme étant une attitude de vol dangereux, évidemment, ont peur et répondent avec violence. Mais une fois qu'ils ont répondu avec violence, les autochtones répondent avec violence aussi. Donc quelques vignettes assez précises, aussi bien sur la Micronésie que sur les contacts en Mélanésie, que les contacts en Polynésie, en particulier aux Marquises. Bon, voilà, je pense que je ne peux pas aller plus loin parce qu'après, ça serait de prendre des textes en détail et on n'a pas le temps puisque chacun de nous a environ 15 minutes. Dont, si j'ai bien compris, je ne suis pas très clair là-dessus, 10 minutes plus quelques minutes pour des discussions, pour des petites questions, en attendant les discussions générales à la fin. Elle parle aussi du fait que la violence du côté des navigateurs qui arrivent, non seulement est due à leur peur devant une attitude qu'ils perçoivent comme du vol par les insulaires, mais aussi par le fait qu'ils sont obligés de renouveler toujours leurs vivres et l'eau potable, qu'ils sont donc obligés de débarquer, même si à cette époque, ils ne sont pas forcément toujours poussés par la même curiosité philosophique universaliste qui viendra au XVIIIe siècle. Et que cette attitude-là de ressentir que malheureusement, on doit aller au contact parce qu'on doit faire le plein de nos cargaisons de vivres et d'eau face au danger, crée d'emblée une situation où les Européens ont peur, ont effectivement le sentiment qu'ils s'aventurent sur une terre où il faut prendre des choses, nourriture et de l'eau, alors qu'ils n'y ont pas été forcément invités. Et cela contribue aussi à ce climat de peur qui, évidemment, engendre les violences. Voilà, en gros, je pense que je peux m'arrêter là pour ce petit résumé, puisqu'après, c'est des détails pour chaque cas, mais je pense qu'on pourra se faire une liste par mail et éventuellement faire circuler les papiers, suivant si tout le monde est d'accord après ou pas. Il faudra qu'on lui demande à elle aussi, bien sûr. Voilà, je m'arrête là pour ce petit résumé. Je ne dirai pas si vous avez des petites questions, parce qu'évidemment, elle n'est pas là. Donc, je ne pense pas que je puisse répondre à sa place. Et je ne peux pas non plus, je veux pas non plus commenter en lui posant des questions, puisqu'elle n'est pas là pour répondre. Mais je dirais quelque chose de mon côté qui va toucher à ça. Oui, oui. Qu'elle relativise aussi beaucoup en disant que c'est vrai qu'on parle souvent, voilà, le feu des mousquets et compagnie, et elle dit qu'à l'expérience, le climat plus les aléas techniques rendaient cette supériorité tout à fait relative, et ça ne dispensait évidemment pas les Européens d'une grande peur d'aller au contact, parce qu'ils n'étaient pas du tout sûrs des armes dont ils disposaient. C'est un petit élément, mais qui rajoute un peu à cette peur qui est un petit peu latente dans tous ces contacts. Effectivement, c'est très important et que tu rappelles ça. Elle le dit clairement. C'est vrai qu'on a aussi, quand on ne connaît pas bien ces textes, cette idée fausse. Les Européens arrivent avec des armes à feu, les insulaires n'ont que des pierres ou des arcs ou des lances. Donc évidemment, les Européens peuvent, dès qu'ils le veulent, faire entre guillemets un carton. Elle montre bien par des récits espagnols que on est à une époque où une fois sur deux le mousquet ne se déclenche pas, 2 fois sur 3 la poudre est trop humide et ne marche pas du tout, qu'il suffit qu'il y ait un petit coup de vague sur les canaux qui vont vers le rivage, ou évidemment a fortiori que quelqu'un tombe dans l'eau et il n'y a plus rien. Donc les Européens ne se sentent pas du tout protégés par leur supériorité technique par les armes et ont effectivement extrêmement peur.
Alors là, je peux juste rajouter que quand on pense, elle n'en parle pas, au cas beaucoup plus tard des Français qui débarquent, qui sont les premiers à débarquer à Samoa en 1787 avec la Pérouse, ce qui donne lieu à ce récit fameux dont on a parlé comme d'un massacre des Français. Et sur les cartes françaises, c'est resté longtemps la baie du massacre. Il s'est passé exactement la même chose. Une certaine violence qui s'enclenche. Les Samoans arrivent avec des pierres. Les matelots français qui sont là, quand ils peuvent, tirent un coup, mais avant qu'ils aient pu recharger même, indépendamment du fait que la poudre soit mouillée ou pas, ils sont laminés par des pluies de pierres. Et il y a 11 tués sur le coup, et les autres s'enfuient à toute allure en nageant vers les quelques canaux qui sont restés à l'extérieur. Donc on a un peu plus tard des récits extrêmement détaillés qui montrent bien que la supériorité militaire par les mousquets à cette époque, et même fusils, disons, un peu plus tard avec la Pérouse, non. En revanche, c'est évident, là, elle n'en parle pas, c'est moi qui rajoute aussi, que quand Wallis est à Tahiti pour la première fois, et que, c'est un récit que vous connaissez, prenant peur aussi devant tous les Tahitiens qui arrivent et qui semblent hostiles, etc., et qui ont, au bout d'un moment, lancé des pierres, et qu'ils décident de donner ces canons, là, il y a évidemment une supériorité technique énorme. Il y a de nombreux Tahitiens qui tombent dans l'eau, qui tombent sur le rivage, puisqu'ils canonnent aussi la grève. Et là, on est sur une autre dimension dès qu'on emploie les canons. Bon, tu n'as pas d'autre chose à rajouter. Donc voilà pour notre premier papier. Je dirais juste qu'il y a tellement à dire et à étudier sur toute la période espagnole de ces premiers contacts en Océanie qu'on connaît quand même assez mal. Et donc, moi, je suis très content qu'elle ait accepté de faire un papier. Quand il y a eu les dates qui ont été définies, elle savait qu'elle ne pourrait pas venir, mais on a insisté pour qu'elle nous donne tout de même un papier à résumer in absentia. Bon. Alors, ensuite, qui vient ensuite? Oui, Diego, alors tu viens ici pour être sous la caméra. Ah, PowerPoint, ça, si tu n'en as pas. Si, donc ils ont interrogé. Est-ce que tu l'as mis? Là, je ne sais pas. Hein.